les ambitions d'un gouvernement qui veut d'abord compter sur ses propres ressources en refusant de tendre la main. Et en 2002, la négociation de la réduction de la dette est presque achevée. Nous avons compris que l'urgence, c'était le redressement économique. Qu'on ne pouvait pas bâtir une politique sociale sans une économie prospère, sans le retour de la croissance. Et que dans ce domaine, notre handicap majeur, c'était la dette. La première des choses, étant donné que nous étions abandonnés, c'est de bâtir ce que nous avons appelé le budget sécurisé. C'est-à-dire un budget qui va mobiliser des ressources uniquement, essentiellement internes, et faire en sorte qu'avec ces ressources internes, nous puissions faire fonctionner l'État pendant au moins un an. Et c'était la première fois dans l'histoire du pays où le pays lui-même réussissait à vivre sur la base de ses ressources propres. Mais pour cela, il fallait aussi assainir la gestion des services publics et en particulier des régies financières. C'est de là qu'est venue l'idée donc de l'appel à candidature pour mettre à la tête des régies financières des personnalités, des cadres sur la base essentiellement de leurs compétences et qui seraient capables de faire en sorte que le pays puisse mobiliser au maximum ses ressources internes. Et puis donc cela a été fait avec des objectifs en termes de résultats, avec des contrats donc qu'ils ont conclus avec le gouvernement sur la base des objectifs qui leur sont assignés. Et ces contrats comportent à la fois des objectifs quantitatifs en termes de niveau de recouvrement des recettes, mais des objectifs qualitatifs en termes de réformes à mettre en œuvre pour lutter contre la fraude, contre l'évasion fiscale et mobiliser au maximum les ressources. Mais ensuite, il fallait aussi engager les négociations avec les bailleurs de fonds, avec la communauté financière internationale. Ces négociations se sont passées à deux niveaux. Les négociations avec l'Union européenne, qui, elle, comporte des volets à la fois économiques, mais politiques. Politique en termes de restauration de la démocratie, de la cohésion nationale, de la justice, de l'état de droit, mais aussi des réformes, des objectifs économiques en termes de reprise avec les bailleurs de fonds. Et nous avons négocié dès mars 2001. Et en l'espace de quelques mois, en juillet 2001 déjà, nous avons pu conclure ce que nous avons appelé un programme intérimaire avec le Fonds monétaire, c'est-à-dire que le Fonds a décidé de nous mettre à l'essai, de manière à voir si toutes les institutions financières pouvaient revenir par la suite. L'essai a été concluant en l'espace de 3-4 mois. Dès septembre 2001, le Fonds a estimé que les résultats étaient déjà suffisamment probants pour négocier un programme définitif. Et nous avons négocié, et dès mars 2002, nous avions déjà un programme global avec le Fonds monétaire, accompagné de soutien financier important. Avec l'Union européenne, ça a été la même chose. Dès juillet 2000, l'Union européenne déjà avait repris sa coopération, et ces deux institutions travaillaient ensemble. Le retour de l'Union européenne a en quelque sorte encouragé le Fonds monétaire international à revenir. Et en mars 2002, nous avions déjà un programme. Et en septembre 2002, nous devions atteindre le point de décision de l'initiative PPTE, puisque notre objectif, c'était l'annulation de la dette. Donc, programme avec le Fonds en mars 2002, accompagné de soutien financier, et négociation, élaboration d'un document de stratégie pour la réduction de la pauvreté, de manière à avoir l'annulation de la dette à partir de septembre 2002. Et nous étions sur le point, juste à la veille de notre départ pour Washington, où nous devions négocier le point de décision, que la crise est survenue. Au plan microéconomique, la privatisation des secteurs stratégiques est mise en veilleuse et les sociétés d'État sont restructurées et renforcées. L'accent est mis sur la transformation et l'industrialisation de nos matières premières agricoles. Au-delà de l'agriculture, il s'agissait non seulement de créer d'autres piliers de développement, mais aussi d'ouvrir de nouveaux chantiers et de diversifier les autres secteurs économiques, à savoir le secteur minier, le secteur agro-industriel, le secteur touristique.
La filière café-cacao est alors rétrocédée aux paysans afin de jeter les bases d'une nouvelle dynamique économique, de garantir la relance du secteur agro-industriel et la création massive d'emplois. Ainsi, les paysans sont désormais en mesure de s'assumer et de créer des emplois dans le secteur privé afin de réduire le chômage et d'aller vers le plein emploi, en d'autres termes, de garantir à tout Ivoirien l'accès au travail afin de permettre à tous d'être en mesure de subvenir à ses besoins et de participer à la croissance de l'économie ivoirienne. Cette création d'emplois est facilitée par la mise en place d'un mécanisme de formation et de financement de jeunes initiateurs de projets, à savoir le Fonds national de solidarité pour la promotion d'emplois jeunes, qui a pour objectif d'aider les jeunes sortis des écoles, désireux de s'installer à leur propre compte, à monter et à présenter leurs projets par l'appui d'agences spécialisées dans la promotion de l'emploi, telles que l'Agence nationale de la formation professionnelle. Au plan social, les fonctionnaires en général, les enseignants en particulier, retrouvent leur dignité perdue par la suppression des discriminations salariales et le déblocage des salaires des fonctionnaires. La santé pour tous se met progressivement en marche avec l'assurance maladie universelle, basée sur un système de sécurité sociale fondé sur la solidarité des populations et l'appui financier de l'État. L'éducation pour tous aussi se met en place avec la gratuité de l'école. Le budget qui était de l'ordre de 1300 milliards en 2001 est passé à près de 2000 milliards en 2002. Donc en moins de 2 ans, nous sommes passés d'une croissance négative de moins 2,3% à une croissance positive. Puisqu'en 2002, déjà, nous avons une croissance de plus de 0,2 ou 3%. Ce qui signifie qu'en un an, nous avons fait un bond de près de 3% de croissance. Donc voilà un certain nombre de programmes. Donc, sur le plan financier, politique de redressement économique, de restauration de la croissance, de la prospérité, à travers une gestion rigoureuse des finances publiques, à travers la mise en œuvre d'un programme conclu avec le Fonds monétaire international qui était revenu, et puis sur le plan social, poser les bases de la refondation sociale du pays. Ce programme novateur, particulièrement altruiste et démocratique, basé sur l'économie sociale de marché, fondement économique du socialisme, visant le plein emploi, la santé, l'éducation, le logement pour tous et le développement local, fut brutalement interrompu par une tentative de coup d'État muée en rébellion le 19 septembre 2002, au moment où le gouvernement du Premier ministre Afin Guessan se rendait à Washington pour obtenir le point de décision du processus PPTE engagé en 2001. L'économie sociale de marché, fondement économique du socialisme démocratique, n'a pu bénéficier de la manne de la réduction de la dette qui pouvait permettre d'une part d'aller vers le développement local et le plein emploi, cheval de bataille du programme de la refondation. Elle n'a pas permis, d'autre part, de réaliser l'unité de la filière café-cacao, la définition des procédures et du contrat-plan qui devait servir de feuille de route à ce programme. Cette nouvelle vision de la société ivoirienne portait atteinte sans doute à des intérêts économiques aussi bien internes qu'externes. Quoi qu'il en soit, dans les faits, une coalition internationale s'est organisée autour de la rébellion pour mettre fin à cette expérience qui risquait de faire tache d'huile en Afrique. Fallait-il, pour le président de la République, abdiquer ou résister? Le chef de l'État, Laurent Gbagbo, choisit la résistance, ce qui nécessitera d'importants sacrifices. En effet, le président de la République, Laurent Gbagbo, accepte les décisions prises lors des différentes négociations de Lomé au Togo et de l'Inas Marcoussis en France en janvier 2003. Ainsi, partage-t-il le pouvoir avec l'opposition armée et fait de grandes concessions qui limite ses prérogatives. Malgré tout, infailliblement, le peuple de Côte d'Ivoire le soutient et n'arrête à aucun moment de le lui manifester. Cependant, malgré la crise et le programme de l'Inas Marcoussis,
Financé par les ressources qui devaient être affectées au programme de refondation, il est important d'être honnête et de reconnaître que le président de la République, Laurent Gbagbo, a poursuivi la démocratisation par la décentralisation et le développement local à travers la mise en place de conseils généraux et la réalisation de grands travaux. Le secteur des mines et des télécommunications a également été relancé. Des programmes sectoriels ont été exécutés. L'électrification rurale s'est poursuivie dans plus de 1300 villages. Des centres de santé ont été érigés et l'adduction en eau potable des populations les plus enclavées est devenue une réalité. De plus, le secteur pétrolier, par la mise en exploitation du champ Baobab en 2005, rehausse substantiellement la production pétrolière qui passe de 20 000 barils jour à 70 000 barils jour. Au niveau agricole, les productions s'améliorent d'année en année. Café, cacao, coton, ananas, bananes, EVA, palmiers à huile, anacarde, bois, cola, thon. En outre, la mise en œuvre de stratégies de développement du transport ferroviaire, l'une des épines dorsales de l'économie ivoirienne, a permis d'amorcer la croissance de ce secteur. Croissance qui se renforcera les années à venir du fait de projets sectoriels spécifiques qui sont en cours de réalisation dans toutes les régions de Côte d'Ivoire. Ces chantiers de reconstruction et de construction, initiés tout juste après l'Inas Marcoussis par le président Laurent Gbagbo, ont pour fondement une expertise purement ivoirienne. En effet, le chef de l'État, conscient de l'existence en Côte d'Ivoire de ressources humaines bien formées et compétentes, s'appuie résolument sur des entreprises ivoiriennes telles que la Société de transport d'Abidjan, le port autonome d'Abidjan, le Centre de promotion pour les investissements en Côte d'Ivoire, l'Association pour la promotion des exportations de Côte d'Ivoire, le Bureau national d'études techniques et de développement. C'est au plus fort de la crise en 2003 que Laurent Gbagbo a donné mandat à une entreprise comme le BNET d'exporter son expertise en Afrique afin que les Africains prennent eux-mêmes leur développement en main, qu'ils le planifient et le réalisent eux-mêmes en renforçant la coopération sud-sud. Cette vision porte ses fruits aujourd'hui car le savoir-faire ivoirien est reconnu de tous et les entreprises ivoiriennes sont de véritables ambassadrices de la Côte d'Ivoire dans le monde. Doté d'une vision non étriquée du développement, Laurent Gbagbo veut en effet voir une Afrique debout, qui se prend en charge et s'entraide. Tout ceci est non seulement la preuve que malgré un contexte socio-politico-économique difficile, la Côte d'Ivoire continue d'être construite et modernisée par une équipe motivée ayant à sa tête un homme qui a su préserver et fructifier les acquis de cette nation naissante, conscient du fait que la base de tout développement réside dans l'acquisition d'un savoir-faire, dans l'acharnement au travail et dans le goût du travail bien fait. Nonobstant le processus de réduction de la dette qui ouvre des perspectives nouvelles en termes d'accroissement des investissements directs étrangers, le financement de l'économie sociale de marché ne saurait se faire sans un changement de mentalité qui ferait émerger chez l'Ivoirien en particulier et chez l'Africain en général l'amour du travail, de l'effort, de la ponctualité, du professionnalisme, de l'épargne productive et de l'esprit de sacrifice pour son pays. De ce fait, réaliser le plein emploi à travers les atouts et compétences ivoiriennes, en passant par le changement de mentalité, est le challenge auquel s'attelle depuis 2000 ce dirigeant politique. Car à vrai dire, il s'agit d'être compétitif sur tous les marchés et l'exemple des pays asiatiques est là pour nous édifier. Outre le Japon, deuxième puissance mondiale, il faut reconnaître que la Chine montre de plus en plus sa volonté de modernisme accru par le dynamisme de sa politique économique.
Ce concept de compétitivité a été parachevé par l'État d'Israël à travers l'expérience originale des kibbutz. L'ambition de Laurent Gbagbo d'orienter les mentalités vers le goût du travail bien fait et le professionnalisme n'en est pas moins réaliste car d'autres peuples ont réussi à atteindre cet idéal. De surcroît, les ressorts de l'économie ivoirienne indiquent tous que les atouts sont énormes et que la Côte d'Ivoire possède des leviers tant humains que financiers pour assurer son rebond. Seul l'homme qui a su voir au-delà du chaudron du présent en posant les bases d'un futur saura mener à bien cette réalité. Et cet homme, c'est sans équivoque Laurent Gbagbo. Lui qui a su trouver les mécanismes du développement dans un contexte si défavorable. C'est à juste titre qu'il est important pour la Côte d'Ivoire de s'engager dans les prochaines élections présidentielles afin de donner une chance à la Côte d'Ivoire d'atteindre un réel développement par la réélection d'un homme qui peut sauver l'état de droit, la République et la démocratie. Un homme empreint de paix qui donnera un sens au combat patriotique de la Côte d'Ivoire. Un homme politique mûr, animé d'une vision claire du développement. Un homme de progrès, intègre, courageux, honnête, adepte de la bonne gouvernance. Un homme défendant les valeurs de liberté d'expression, de partage et d'égalité. Un homme qui mérite une deuxième chance pour faire de la Côte d'Ivoire un pays prospère au cœur d'une Afrique qui gagne. Un homme qui croit en son peuple, hommes, femmes et surtout jeunes de son pays. Je suis candidat. Pour la Côte d'Ivoire. Je suis candidat pour les Ivoiriennes et pour les Ivoiriens. Je suis candidat pour continuer le combat que nous avons commencé. Je suis candidat pour continuer le combat que nos parents ont commencé depuis les années 40. Et que ceux qui ont abandonné. Je suis candidat pour la Côte d'Ivoire. Le combat a commencé en avant.